Pascal Praud et vous. Sabrina Medjeber est là, Gérard Carrérou, Gauthier Lebret, Olivier Guénec, et nous sommes donc avec Éric Brocardi. Je rappelle que l'Irox, par exemple, c'est quoi ? Eh bien, c'est un défi hybride qui combine course à pied, exercice de renforcement musculaire. Le principe est simple, on court 1 kilomètre, on réalise un atelier fonctionnel, on recommence 8 fois, ça fait 8 kilomètres de course, 8 épreuves physiques, etc. Bon. C'est hyper intense. Hein. Ben oui, ouais. et j'apprends qu'une jeune femme est morte, et évidemment, on met un lien entre cette chaleur extrême et cette pratique qui me paraît également extrême, Éric Brocardi. Tout est extrême, effectivement, on pourrait faire très bien le lien cause à effet entre les températures et effectivement l'effort intense que provoque l'Irox. Pour autant, malheureusement, on constate qu'il y a des décès dans des événements, mais là, on a un peu plus un focus fort sur ce phénomène, on va dire, de climat qui est très pesant et qui constitue, on va dire, un facteur aggravant lorsqu'on atteint les limites de son propre corps. Donc, voilà, malheureusement, une personne, donc encore une fois, a perdu la vie de ce côté-là. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de continuer à comprendre comment le corps va continuer à s'adapter face à cela. Et puis surtout, peut-être modifier son comportement, ses organisations. Aujourd'hui, bon nombre de préfectures au travers du territoire national, comme dans les Alpes-Maritimes, ont réduit les distances et ont modifié les horaires également pour permettre de continuer à faire les épreuves en s'adaptant justement aux conditions climatiques. Bon, pour ceux qui ne sont pas des professionnels du sport, est-ce qu'il n'est pas plus sage quand il y a ces températures extrêmes, tout simplement de ne rien faire? C'est ce que vous appelez pas professionnels du sport. Moi, les professionnels du sport, c'est ceux que je peux côtoyer, que j'ai failli côtoyer, où on est encadré avec un médecin, avec des kinés ou avec ce genre de choses-là. Ça demande aujourd'hui des suivis, ça demande effectivement d'être régulier dans sa condition physique, et c'est pas pour autant que dès lors qu'on va être en état l'aube de l'été, qu'il va falloir se réveiller pour préparer sa condition physique et sportive et on va dire, d'entretenir soudainement son corps lorsqu'il n'était pas habitué. On le voit tous les jours, hein, c'est faire de l'activité physique de manière régulière, c'est censé être rabâché. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas uniquement pour la santé, mais c'est aussi pour le niveau de rafraîchissement et d'hydratation que ça procure. Donc tout cela aujourd'hui, c'est un constat, on va dire, général, lorsque les curseurs de climat augmentent, lorsque on vient atteindre forcément notre condition physique et notre condition d'aptitude à pouvoir faire face à des épreuves qui sont, on va dire, parfois hors normes parce qu'on n'était pas préparé. Bah, tout cela, un petit peu à un moment donné, dommageable. On n'est pas obligé de faire du sport en ce moment entre midi et 16h. Si vous faites du sport, vous pouvez le faire le matin, à la fraîche, comme on dit. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en plein cagnard. C'est surtout ça qu'il faut dire. Voilà, on ne va pas attendre et vous le sentez de suite le matin. C'est plus frais, le soir c'est plus frais, et voilà, c'est beaucoup plus tard. Il y a aussi des questions de bon sens, me semble-t-il. On a l'impression qu'il faut nous prendre par la main aujourd'hui. Mais il y a des gens qui travaillent. Peut-être que pendant leur pause du midi, ils vont courir, etc. Ils essayent de s'adapter. Mais peut-être que ce jour-là, quand il fait 35 degrés, il n'est peut-être pas utile de courir. C'est ça que je veux dire. Mais on en parle avec Laurent Tessier. Il y en a plein qui courent en ce moment pour avoir un beau corps pour cet été. Et ils se dépêchent. Là, il reste un mois. Donc ils font beaucoup de sport maintenant. Je vous le dis, j'entends tout ce que vous dites, mais ils peuvent peut-être courir ou le matin ou le soir. Je dis, tu n'es pas obligé de courir entre midi et 4 heures quand il y a 38 degrés. Oui. Parce qu'on en est là, en ce moment, en plein soleil, on est à combien? 40 degrés, 45 degrés. Il faut à toute raison garder, il y a quand même une frange de la population qui fait extrêmement attention, comme d'autres un petit peu moins. Mais je pense que là, aujourd'hui, le sujet, c'est la solidarité entre les populations. Le sujet, c'est de faire attention aux enfants. Le sujet, c'est de faire attention aux personnes les plus vulnérables et plus âgées, celles qui sont isolées. C'est là qu'on se rappelle parfois qu'on a un grand-parent, on a un grand-parent qu'il faut prendre soin. C'est là aussi qu'on se rappelle que, effectivement, le téléphone portable sur la plage n'est plus une priorité, mais ça doit être l'enfant, parce que 10 cm d'eau suffit pour qu'un enfant se noie. Et aujourd'hui, quand on a une baisse d'attention qui s'est réduite à environ 40 secondes contre 2 minutes 30 auparavant, dans le cadre d'une activité on va dire ludique ou autre, et ben forcément ça chute et ça fait augmenter les nombres de cas de décès dans ce qui concerne les noyades. Alors on va parler justement de ces noyades. 2 baigneurs ont été emportés par des courants de baïnes et ils sont hélas décédés. C'était sur le littoral. Les plages sont très fréquentées en raison de la chaleur. Une alerte à ces courants marins dangereux avait été émise. Les 2 victimes sont mortes à Lacanau et à Lèche-Cap-Ferret. L'une est une femme de nationalité allemande, âgée de 56 ans. L'autre est un homme d'une 60aine d'années. Alors, ce phénomène des baïnes, on peut peut-être l'expliquer
C'est un phénomène un peu complexe de visu à constater. C'est vrai que ça se rencontre souvent sur la côte atlantique ou parfois dans le golfe du Lion, notamment au niveau de l'Hérault. C'est des phénomènes qui se forment liés justement à une dépression topographique légèrement sous-marine lorsqu'il y a déferlante de mer avec une marée montante, une marée descendante qui crée ces fameux courants entre les langues de sable qui sont formées et qui emportent en général les baigneurs vers le large. Mais c'est-à-dire que cette personne qui a été emportée par le large, personne ne l'a vue. C'est-à-dire que les sauveteurs avec les jumelles ne l'ont pas vu, parce qu'autrement on le récupère, nous sommes d'accord. C'est quand même... On se noie pas en 10 secondes dans une baïne. Il faut être présent pour connaître toutes les circonstances de ce qui s'est passé, et pour autant, bien souvent, malheureusement, cela constitue, on va dire, des facteurs aggravants pour prendre ce type de risque en termes de baignade dans les zones qui sont non surveillées. Il faut bien comprendre aussi qu'on n'attend pas aussi après des nageurs sauveteurs systématiquement de compter sur eux et donc du coup de baisser notre vigilance. Mais là, ils étaient non surveillés. Ce que je veux juste rajouter, c'est un point essentiel, c'est dès lors que vous allez nager et que vous avez un voisin de serviette ou même la famille, vous signalez que vous allez dans telle direction et vous signalez que si je suis pas revenu dans 15-20 minutes, vous signalez les secours. Et ça, c'est important aujourd'hui quand même de le rappeler, parce qu'on a tendance aujourd'hui à se dire que la nature, c'est facile, la nature, c'est simple. Non, c'est comme en montagne, c'est comme les feux de forêt, c'est comme la mer qui, à un moment donné, cache à un moment donné ses secrets un peu terrifiants. Il faut beaucoup d'humilité dans ce sens-là et donc permettre à un moment donné de se renforcer en termes de protection solidaire. Mais ce phénomène de baïne, pour bien l'expliquer, nous sommes d'accord que une journée, il peut y avoir des baïnes et le lendemain, sur la même plage, avec le même océan, la mer sera d'huile. Nous sommes d'accord. On est bien d'accord. Il n'y a pas des plages à baïnes et des plages. Moment, le courant, nous sommes d'accord. Donc c'est très variable. Est-ce que de la plage, on peut distinguer ces baïnes ou les deviner? Il y a des phénomènes que l'on peut observer, notamment ces fameuses langues de sable qui forment des espèces de piscine un peu naturelle sur laquelle il faut beaucoup se méfier, surtout si ça vient rencontrer ce qu'on expliquait, c'est-à-dire des vagues un peu déferlantes de ce côté-là et qui entraînent à un moment donné le courant, qui nous entraîne à un moment donné vers le large. Ce qui est complexe, c'est effectivement ce que vous venez de dire. Ça dépend aussi parfois d'une fenêtre météorologique, ça dépend des phénomènes de marée, comme on l'a expliqué. Pourquoi ça se passe plutôt sur la façade atlantique plutôt que sur la même Méditerranée? C'est parce que c'est la conjonction de tous ces phénomènes-là qui vont faire que les baïnes vont se former. Les sachants, ce sont les surveillants de baignade. Ce sont ceux qui habitent le littoral, ce sont ceux qui, au quotidien, depuis de nombreuses années, surveillent. Il ne faut pas hésiter à leur poser la question. Pour autant, aujourd'hui, on a tendance à oublier de traduire parfois les panneaux. On a tendance de penser que les touristes sont tous français. Ben non. Aujourd'hui, nous avons une multitude de langues et je regrette parfois, pour avoir été chef d'un dispositif de surveillance des baignades, qu'il faut incessamment lutter sur la traduction, la retranscription de toutes les consignes de sécurité dès lors qu'on arrive sur les plages. Éric Brocardi est avec nous sur l'antenne d'Europe 1, il est 16h51, il est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On peut parler également de ceux qui sont sur la plage. Est-ce que vous sentez aujourd'hui une population peut-être plus distraite qu'elle ne le fut il y a quelques années, peut-être aussi moins informée, paradoxalement? Alors, il n'y a jamais eu autant d'informations et pour autant, on a l'impression qu'il y a de moins en moins de gens informés. C'est assez paradoxal. Parce qu'on enlève des panneaux d'affichage, parce qu'il faut se battre justement pour remettre des panneaux de signalisation, parce que ça gêne l'un ou l'autre, parce que ça gêne le voisin. Le sujet aujourd'hui, c'est effectivement de comprendre que notre mentalité est devenue un peu zapping trop rapidement et qu'on n'a plus assez ce niveau de concentration pour surveiller les enfants. On parle de la plage, on parle des lacs, mais les piscines privées aussi sont aujourd'hui venues malheureusement j'ai envie de dire, désolé du terme, mais il faut être crash. Des cercueils aquatiques, parce que quand les sapeurs-pompiers arrivent dans des piscines privées et pour sortir un enfant de l'eau et que la maman vient nous voir et nous dit j'étais pas concentré, j'ai pas fait attention. Voilà le mot qui ressort. Donc si on fait pas attention, c'est parce qu'on est distrait. Et la priorité, c'est l'enfant. C'est l'adulte le plus vulnérable qui n'a plus l'habitude de... Donc on a aujourd'hui tous les moyens pour faire attention, mais la vigilance aujourd'hui naturelle avec ses propres yeux et d'être
prendre du temps près de son enfant, près de son nourrisson, est essentiel. On ne peut plus se permettre de tourner le dos. Il suffit de 10 secondes pour qu'un drame se crée. Et en France, on n'a pas cette culture de l'apprentissage aquatique et de la survie aquatique pour les jeunes enfants, ce qu'on peut voir par exemple aux États-Unis. Il y avait eu un programme qui avait été lancé par Oksana Marissinaïnou, qui était l'aisance aquatique, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, que la Fédération nationale des pompiers de France a porté, qui a vu se développer justement cette aisance aquatique pour les familles, leur donner le plus vite facile accès à des zones de baignade pour l'apprentissage. Ça a disparu. Les champions sur lesquels on repose aujourd'hui en termes de Jeux Olympiques au niveau de la natation, ce sont des gens de nos concitoyens avec justement cet accompagnement, on va dire, de l'apprentissage de la natation ou tout est simplement par rapport à un risque, on n'y arrivera jamais. Il faut de l'ambition. Ça fait partie de l'éducation et dans les familles, on essaye d'apprendre les enfants très tôt la natation, à nager. Moi, j'ai toujours surpris de voir parfois, il y a encore des gens qui ne savent pas nager. Pourquoi durant le parcours scolaire, la natation est devenue plus un sujet qu'on doit éviter avec tout simplement un certificat médical de contre-indication parce qu'on n'ose pas se mettre en maillot, plutôt que de dire tu commences en 6e, tu arrives jusqu'en terminale de 18 ans, puisque tu as suivi tout le cursus de natation, tu obtiens aussi le BNSSA. On a cette culture, on va dire, de l'apprentissage scolaire pour apprendre des choses dans l'école, mais on n'a pas cette culture de la protection civile et d'être acteur sur son territoire, de la surveillance des baignades, de la saisonnalité, de fait ce que dire à 18 ans, je peux sortir avec mon bac, en plus avec un diplôme qui permet, sur mon territoire, de pouvoir contribuer à la protection des concitoyens et en plus d'être payé par la mairie. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 pour nous donner toutes ces informations. Je ne sais pas si les uns les autres... Vous avez appris très tôt à nager dans les piscines. On apprenait à nager quand on avait 5 ans, 6 ans. C'était pas à l'école d'ailleurs qu'on apprenait. On apprenait sur les plages. Il y avait souvent des piscines d'ailleurs sur les plages, en tout cas dans l'Ouest. Et vous voyez toujours ces piscines qui sont installées pour l'été, des piscines bleues où on voit des enfants qui sont en train d'apprendre à nager. C'est essentiel, bien évidemment. Et en termes de sécurité, et puis surveiller les piscines privées. Oui, les piscines privées, quand tu as des enfants, il faut mieux mettre un petit grillage autour ou les empêcher d'approcher la piscine, bien sûr. Bien évidemment.